On va écouter Anne Hidalgo qui prend les roses rouges dans les mains, symbole du Parti Socialiste et de la gauche. Merci à elle d'être là, présente à Paris, sa ville. Merci. Et donc on va écouter en direct Anne Hidalgo. Paris, la ville qui ose. Et je suis vraiment très heureuse d'être ici avec vous, militants, avec les élus, les candidats qui sont sur cette très belle liste que tu conduis, cher Raphaël. Très heureuse d'être ici avec vous, parce qu'en fait, ce que nous avons fait ici, non, c'est rien, c'est juste, tout va bien, Raphaël, après tu vas être concentré, tu vas pouvoir parler aussi. Mais ce que nous faisons ici, et je veux remercier chacune et chacun de l'avoir accepté, c'est quelque chose qu'il fallait oser faire. Merci à Olivier, merci aux militants socialistes, aux responsables socialistes, aux élus socialistes, merci au PRG, merci aux militants associatifs, merci à toi Raphaël et merci à toi Claire, parce que je me souviens de ces discussions, des doutes, des questions évidentes qui se posaient. Pourquoi partir ensemble? Sur quoi? À quel prix finalement? Allions-nous pouvoir construire quelque chose ensemble? Et je veux vous dire que ça m'a beaucoup touchée de vous entendre, d'entendre vos arguments, parce que moi-même, comme sans doute beaucoup d'autres militants socialistes, bien sûr que ces dernières années, avec des réussites et des échecs très très durs, je me suis questionnée sur mon propre engagement. Mais j'ai choisi de rester. J'ai choisi de rester, non pas parce que j'aurais tout d'un coup un goût immodéré pour les partis politiques et alors il y a Voilà Milou qui dit bon commentaire de ta part. Merci Voilà Milou, mais en tout cas merci à toi de suivre ce chat sur Rose Combat TV, sur la chaîne Twitch de Rose Combat. Vous êtes très nombreux à nous suivre. Je crois qu'on est le deuxième talk français sur la chaîne sur Twitch. Donc merci à vous d'être aussi nombreux à nous suivre et à continuer à nous suivre dans nos différentes émissions. Voilà, c'est une toute jeune chaîne politique de décryptage. Donc merci à vous de nous suivre toujours aussi nombreux. N'hésitez pas à cocher la cage suivre cette chaîne, comme ça vous serez au courant des prochaines émissions et des prochains meetings, notamment celui de mardi et l'émission La politique ce n'est pas sale, prévue vendredi. Finalement, marier, conjuguer, faire se rencontrer cette histoire, et je me souviens, Claire et Raphaël, de ces commentaires. Oui, un parti qui a une histoire aussi forte, un, ne peut pas mourir, deux, mérite quand même qu'on travaille et qu'on reconstruise avec lui. Et ce parti socialiste, ce parti de Jaurès, de Blum, mais aussi, je veux les entraîner avec nous parce qu'ils ont été nos repères, nos phares, Mitterrand et Rocard. Ce parti-là, c'est un parti qui a relevé pendant un siècle, plus d'un siècle, des décennies, a relevé ce grand défi qui était celui de la lutte contre les inégalités. On n'a pas tout réussi, mais nous avons été au rendez-vous et c'est ce qui fonde ces valeurs qui nous unissent. Et place publique, des militants venant de l'écologie, venant de la démocratie, venant des droits humains, ces militants qui sont là, Raphaël, tu les représentes si bien, Claire aussi. Ces militants-là nous ont dit, c'est vrai qu'on aurait pu aller ailleurs, éventuellement, construire autre chose ailleurs ou sans vous, mais en fait, cette histoire-là, elle a une valeur. Et c'est cette histoire-là, et c'est le mariage entre cette histoire de celles et ceux qui ont porté pendant si longtemps, avec tellement d'énergie, et qui ont transmis cette idée de la défense des droits, de l'égalité, ceux qui se sont battus pour cela doivent maintenant aussi être présents et apporter cette histoire, ces valeurs et cette force pour ce combat qui est le combat qui doit tous nous fédérer, ce combat pour la planète, ce combat qui renvoie à ce que nous devons poser comme acte dès aujourd'hui sur la question du changement climatique. Alors merci. Merci parce que vous avez osé, on a osé ensemble et je sais que ce que nous sommes en train de construire et d'ouvrir grâce à vous, grâce à toi Raphaël, c'est sans doute quelque chose qui va nous permettre d'aller sur un chemin
sur un chemin de conquête, sur un chemin qui est attendu. Il y a beaucoup de gens qui attendent, qui parfois nous regardent encore avec scepticisme, avec inquiétude. Beaucoup de gens sont encore en colère contre cette gauche qui s'est totalement émiettée et qui serait incapable de se rassembler. Eh bien non, le début du rassemblement, il est là, et avec cette démarche. Et je veux vraiment vous en remercier très chaleureusement. Alors, cette histoire et cet avenir sur lequel nous devons travailler, bien sûr que ça passe par l'Europe. Ça passe par l'Europe et cette envie c'est la bonne introduction avant de Raphaël Glucksmann. Voilà, c'est une parole qui compte au sein de la gauche. Ma double nationalité, par une histoire liée à cette histoire du franquisme en Espagne, de l'exil. Et cette histoire-là qui m'a été transmise par mes parents est une histoire qui fait que je ne renoncerai jamais avec vous. Et que cette Europe, d'ailleurs, elle a été pour moi souvent le début de la construction de mon identité. Quand vous êtes déraciné, quand vous êtes né ailleurs, que vous arrivez dans un pays qui vous accueille, qui vous donne des opportunités, c'est la chance que j'ai eue, aller à l'école, aller à l'université, faire le parcours que je pouvais faire et que je n'aurais pas pu faire dans mon pays d'origine à l'époque, eh bien, vous vous posez tout de même des questions. D'où êtes-vous exactement? Et j'ai trouvé dans l'idéal européen ce qui m'a permis de me construire, de construire mon identité. Je suis d'abord européenne. D'abord européenne. Et pour moi, cet attachement à l'Europe, c'est bien sûr cette histoire qui me l'a donnée, mais c'est aussi ensuite ce que j'ai vu, ce que j'ai compris. Cette Europe, elle m'a fait vibrer comme vous lorsque Jacques Delors portait cette idée de l'Europe sociale, lorsque dans cette Europe était l'endroit où se construisait aussi la protection des droits des femmes, où se construisait la protection des droits des plus fragiles. Et beaucoup de nos conquêtes ont été des conquêtes européennes. Et ensuite, bien sûr, des conquêtes que nous avons pu mesurer dans le concret, dans nos vies réelles. Alors c'est vrai qu'il s'est produit quelque chose après ces pères et mères fondateurs et fondatrices de l'Europe. Il s'est produit quelque chose qui finalement n'a pas concerné que l'Europe, mais a concerné chacun de nos pays. C'est l'arrivée, tu l'as très bien dit tout à l'heure, Aurore, de ce dogme qu'on nous a imposé, ce dogme de l'ultralibéralisme, du fait que déréguler, faire en sorte que les fonctionnaires, le service public, la gauche, avec ses idées tellement généreuses, et on nous disait, lorsque nous essayions d'opposer l'idée qu'il fallait quand même continuer à porter cette idée de vivre ensemble à partir de ce qui peut nous unir et de ce que les services publics peuvent apporter pour justement rétablir l'égalité, on nous disait « mais attendez, vous êtes très sympathiques, vous, les socialistes, sociodémocrates et gens de gauche, mais les richesses, avant de les redistribuer, il faut les produire ». Et nous étions un peu faibles, je pense, aussi, parce que nous avons repris ce propos. Oui, nous avons conscience, nous les socialistes, qu'avant de distribuer les richesses, il faut les produire. Mais elles étaient produites, les richesses, sauf qu'elles n'étaient pas redistribuées. Et les richesses sont là. Et que la grande question, c'est quand même celle de sa redistribution. Nous avons été un peu faibles, nous nous sommes laissés entraîner parce que tout ça, c'était quand même de l'ordre d'une grande bataille culturelle qui était livrée contre ce modèle que nous portions. Et puis, nous nous sommes réveillés, parfois en allant voir de part et d'autre. Et pour moi, la question écologique a été un révélateur inouï. D'abord, cette question écologique, je l'ai bien sûr perçue en tant qu'élue, pas encore maire à l'époque, de cette ville, lorsque j'ai commencé à prendre conscience de ce qui se passait, du péril, de ce que le changement climatique provoquait
dans chacune de nos vies quotidiennes, dans nos villes, et de la façon dont c'était en train de bouleverser, bien sûr, nos vies, mais aussi les équilibres géopolitiques. J'ai eu la chance ensuite, en étant maire, en 2014, de travailler de façon beaucoup plus intense avec un groupe de maires du monde entier, des maires des 5 continents, bien sûr de l'Europe, mais aussi des Amériques, de l'Afrique, de l'Asie. Nous avons travaillé ensemble sur cette question du climat. Et là, j'ai rencontré des maires qui étaient des responsables politiques. Certains venaient du monde associatif, certains de l'écologie, d'autres de formes plus ou moins proches de la social-démocratie. Et ensemble, nous avons cheminé vers ce qui est l'enjeu numéro 1, l'enjeu qui doit guider absolument toutes nos décisions, tous nos actes aujourd'hui pour demain. C'est bien sûr l'enjeu climatique. Et cet enjeu climatique, nous devons le porter et le mettre au cœur aussi de la réflexion de ce que nous devons reconstruire sur le plan politique, comme offre politique, comme mouvement politique. C'est là que nous devons travailler et faire en sorte que toutes ces conquêtes que nous avons su faire avec les sociodémocrates sur la question de l'égalité, sur la question sociale, que nous puissions aussi non seulement la réinterroger, la réinterpréter, mais la porter à l'aune de ce défi majeur qui, si nous ne le relevons pas aujourd'hui, eh bien, nous ne serons plus là même pour pouvoir décider ensemble de quoi que ce soit, puisque, tu l'as dit tout à l'heure, Claire, l'horizon est fixé à 2030. D'ici là, nous devons ou inverser, ou agir, ou poser des actes. Et bien sûr que poser des actes sur la question du défi climatique, ça ne se fait pas sans intervention publique. J'ai vu sur d'autres continents qui sont organisés, ou dans d'autres pays, organisés de façon très différente. Je vois notamment aux États-Unis avec un président climato-sceptique et avec des maires qui sont tous des maires extrêmement engagés sur la question climatique. J'ai vu à quel point, oui, il faut bien sûr tenir compte des réalités de chacun de ces pays. Mais je sais que sans intervention publique, il n'est pas possible d'agir sur ces éléments et il n'est pas possible de préparer l'avenir si nous n'intervenons pas à partir de l'intervention publique, parce que l'intervention publique, c'est l'intérêt général. C'est l'intérêt de celles et ceux qu'on voudrait réduire à ne pas avoir de voix, à rester des invisibles. C'est ce que nous portons ensemble. Cet intérêt général, il est là, celui de toutes ces personnes que l'on n'entend pas ou qu'on ne voudrait pas entendre et qui n'ont pas la capacité que d'autres ont à porter leurs convictions. Alors ce que j'ai vu aussi, c'est que dans toutes ces villes, sur tous ces territoires et sur tous ces continents, en fait, il y a cette idée comme ça, très séduisante au départ, qui est que finalement, si on laisse faire l'énergie privée, si on laisse se développer des tas d'initiatives qui sont en train de fleurir partout sur la planète, le succès de quelques-uns fera le succès de tous. Eh bien, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Ça ne se passe pas du tout comme ça. Ça ne se passe pas du tout comme ça parce que le succès de quelques-uns pousse ces quelques-uns, malheureusement, à se retrouver entre eux et à ne plus faire attention à ce qui se passe à côté. Et un des enseignements que je tire de ce travail très concret, mais aussi à partir des idées et des valeurs qui sont les nôtres, c'est que nous devons absolument porter cela collectivement et le porter sur la scène politique. Il ne peut pas y avoir de politique écologique qui permette d'enrayer le désastre annoncé et de permettre à nos enfants, à nos petits-enfants de pouvoir penser leur vie après nous. Il ne peut pas y avoir de politique écologique digne de ce nom et en tous les cas efficace s'il n'y a pas une intervention publique très forte. Et c'est ce que nous avons essayé de faire. C'est ce que nous essayons de faire à Paris. Et je veux remercier tous les élus, les maires d'arrondissement, mes adjoints, tous les élus parisiens et les élus de la métropole qui s'engagent tous les jours pour cela. Nous consacrons
énormément de moyens. Alors, bien sûr, on nous a critiqués dans une collectivité comme Paris, mais cet argent ne pourrait-il pas être finalement économisé sur les impôts des Parisiens? Ça tombe bien, on ne les a pas augmentés. Mais bon, est-ce que cet argent finalement ne pourrait pas servir à autre chose? Non, l'argent commun, ce qui nous permet de préparer le monde de demain, doit d'abord s'investir dans ce qu'est la transition écologique et énergétique. Et c'est ce que nous faisons sur beaucoup de territoires, dans beaucoup de villes. Et il faut y aller avec des politiques qui soient des politiques inclusives. Il y a quelques mois, je suis allée dans une ville extraordinaire, mythique, qui est une ville qu'on chante et qui fait rêver aussi, qui est la ville de San Francisco, avec une maire démocrate qui se bat, qui essaye de faire un travail extraordinaire. Et dans cette ville, j'ai vu ce qui pouvait nous attendre, pas simplement dans les villes, mais partout, partout sur la planète, si nous n'y prenions garde et si nous ne mettions pas en place ces politiques publiques aux différents échelons pour enrayer ces phénomènes-là. Ce que j'ai vu m'a beaucoup inquiétée. Une ville qui va bien, une ville qui va super bien. Les champions de la tech sont là et une ville qui réussit tellement qu'effectivement, on ne peut plus vraiment y habiter. Une ville qui réussit tellement bien qu'il y a des sortes de personnages fantômes, ces invisibles, qui sont là, partout, et qui attendent la générosité de tel ou tel. Et lorsque je discutais avec London Breed, qui est la maire de San Francisco, et qu'on évoquait nos situations respectives, elle me disait, mais tu vois, tout le monde ici, et la tech se dit très engagée sur les questions écologiques. Mais la question sociale, elle est pleine et entière. Et je n'ai pas de levier, parce que je n'ai pas de politique publique me permettant d'intervenir sur le logement, sur l'habitat, sur le logement social, sur l'accueil de ces personnes-là. Et ça, c'est un modèle qui est le modèle voulu par beaucoup, qui serait un modèle dans lequel l'intervention privée se limite à continuer à chercher les niches et à développer une économie et à développer ses richesses, et de l'autre côté, finalement, des gens qui seraient dans le statut d'invisible. Ce n'est pas ce modèle que nous voulons. Et l'Europe pour laquelle nous nous battons est cette Europe dans laquelle écologie et social vont ensemble, parce que l'écologie, ce que j'ai appris ces dernières années, en l'observant, en le voyant et en travaillant d'arrache-pied avec toute mon équipe, c'est que l'écologie est un humanisme. Elle ne peut pas être autre chose qu'un humanisme. Et c'est pour ça que joindre ces énergies et ces initiatives, celles d'un vieux parti qui va pas bien, mais enfin, qui essaye quand même de se soigner en s'ouvrant et en regardant, et celles de ceux qui viennent nous dire, je ne vais pas acheter les roses en plus, celles de ceux qui viennent nous dire, mais en fait, c'est vrai que, parce que vous nous l'avez dit assez clairement, vous avez souvent beaucoup déconné, mais quand même, on ne voit pas d'autres partis avec qui essayer de construire quelque chose qui soit aussi durable et solide pour les années qui viennent. En effet, le Parti socialiste et cette dynamique de rassemblement avec Place Publique, le parti radical de gauche, Nouvelle Donne et Place Publique, incarnent bien ce rassemblement dans cette diversité pour pouvoir porter une voix forte de gauche au Parlement européen, au sein du Parti socialiste européen, ce parti social-démocrate qui permet de fédérer l'ensemble des pays pour construire des majorités au sein de cette assemblée, ce Parlement européen qui regroupe quand même 751 députés. Donc c'est vrai qu'il faut construire des majorités pour pouvoir porter un groupe majoritaire au sein du Parlement européen. Juste un petit mot, on vous êtes très nombreux à nous suivre sur Rose Combat TV, cette chaîne Twitch en direct. Il y a Lurx, il y a Natch45, Onraed, Polizai, Voilà Milou, Vigo37, Yasmiledi, voilà, Commander Route, Coolbiex, Cyclomotion, Cédric 92 160, Avocat Do Bada Do. Voilà, en
tout cas, je ne vais pas tous les lister puisque vous êtes très nombreux. En tout cas, merci à vous de nous suivre, d'être fidèles à cette chaîne Rose Combat TV. On est en direct, il est, je ne sais pas quelle heure il est, mais en tout cas, il est 18h44, on est dimanche 19 mai, on est au meeting de Paris des élections européennes, on est en train d'écouter Anne Hidalgo, la maire de Paris. Juste après viendra l'intervention de Raphaël Glucksmann qui viendra clore cette belle séquence et ce beau meeting de Paris. Donc je laisse, on écoute Anne Hidalgo. Des opportunités pour trouver sa place dans la société, mais en cherchant l'utile et pas quelque chose qui soit destructeur pour ce que nous sommes ensemble. Ça veut dire sortir des énergies fossiles, ça veut dire tourner le dos à tout cela. C'est difficile, vous l'avez dit, cher Eric, je sais combien les lobbies des pesticides sont venus t'attaquer et d'autres parlementaires européens également. Je le sais, je l'ai vu aussi lorsque j'ai annoncé la sortie du diesel à 2024 pour Paris. J'ai vu, on est venu me dire dans mon bureau qu'il fallait que je change de discours. Bon, c'était mal tombé, je n'ai pas changé de discours, j'ai plutôt persévéré. Et d'ailleurs, sur ce sujet-là, je dois dire qu'avec d'autres maires européens, maire de Bruxelles et la maire de Madrid, nous avons engagé, vous le savez, un contentieux devant la Cour de justice européenne et nous avons gagné contre la Commission européenne. Nous avons doublement gagné, d'abord parce que la Commission européenne a reconnu que les collectivités, les villes ont le droit d'aller devant la Cour de justice européenne, ce qui est une grande première. Et deuxièmement, nous avons gagné parce que, effectivement, la Commission a été renvoyée à sa copie pour refaire une copie dans laquelle, après le Dieselgate, la Commission avait trouvé cette belle opportunité finalement de donner plus de temps aux constructeurs automobiles et au monde du diesel pour s'adapter. Eh bien, la Cour de justice européenne a dit non. Ils ont les 12 mois qui sont en train de filer, il leur reste 6 mois pour trouver justement une adaptation qui soit conforme aussi à la santé environnementale. C'est un brique de 92 160, très intéressant ce meeting. En effet, il est passionnant. J'espère que vous prenez autant de plaisir que moi à écouter Anne Hidalgo et les différents intervenants. C'est vrai que c'est une belle séquence politique qui est en train de se passer devant nous. Et voilà, ça fait plaisir d'entendre tous ces mots, tous ces propos, toutes ces convictions qui s'expriment dans le cadre de cette élection européenne qui aura lieu dans 7 jours, le 26 mai prochain. Ceux qui se sont engagés sur cette question à l'échelle européenne. Mais vous le savez, cette question des réfugiés, aujourd'hui, elle fait partie d'un non-dit dans cette élection européenne. Lorsque, il y a plusieurs mois, j'ai sollicité le gouvernement pour dire qu'il fallait qu'on pose des actes et que j'étais prête, même si ce n'est pas de ma responsabilité directe, j'étais prête évidemment à mettre en place des mesures, un centre d'hébergement qu'on a ouvert ensemble. Chère Emma, tu étais là au moment où nous avons ouvert ce centre d'hébergement dans le 18e. D'Emmanuel Cos, lorsque je ministre suis du Logement, à nouveau sollicité le gouvernement qui est au pour dire premier que rang la de ce meeting. situation n'était pas du tout satisfaisante et qu'il y avait toujours autant de personnes réfugiées à la rue dans une situation indigne, on m'a dit il ne faut pas en parler. Il ne faut pas en parler parce que ça fait monter les populismes. Vous savez quoi ? Je pense que les populismes montent quand on n'en parle pas, quand on n'explique pas, quand on ne fait pas la pédagogie, quand on ne va pas dire aux riverains de ces campements, non, nous ne pouvons pas rester inactifs et impuissants. Ce qui fait monter les populismes, c'est l'impuissance du politique. C'est lorsque le politique dit « je ne veux pas en parler », qu'on ne voit pas le sujet. Je veux remercier François Dagneau et Éric Lejoindre, et vraiment applaudissez-les. Et je veux saluer Alexandra Cordobar et Rémi Ferraud parce que dans leurs arrondissements où il y a ces campements, où il y a ces réfugiés qui sont là, ils ont tenu bon, ils ont été là, ils expliquent que ce n'est pas toujours facile d'expliquer pourquoi c'est là que ça se passe.
et qu'est-ce que nous sommes en train d'élaborer, de faire, ce qui relève de nous, ce qui ne relève pas de nous, nos difficultés à entraîner les partenaires. Mais je veux vraiment les saluer parce qu'il faut beaucoup de courage. Il faut beaucoup de courage pour aller effectivement là où tout le monde voudrait que le sujet soit invisible, dire quelle est la situation. Il y a aujourd'hui quelque chose qui n'est pas acceptable. Nous avons en France, là, sur nos trottoirs parisiens, des femmes et des hommes, environ 20% d'entre eux, qui ont le statut de réfugiés, qui sont des réfugiés statutaires, mais qui sont dans la rue. Parce que sur les 40 000 réfugiés statutaires, il n'y a que 5 000 places d'hébergement qui sont proposées. Alors évidemment, où sont-ils, ceux qui ne sont pas dans les 5 000 places? Ils sont dehors, ils sont dans la rue, ils sont dans des solutions de fortune. Cette situation-là, on veut la rendre invisible. Le débat à l'échelle européenne, le débat dans le cadre de cette élection européenne doit faire en sorte que ce ne soit pas de l'invisible. Le débat sur les Dublinés ne peut pas rester ni un débat de spécialistes, ni un débat réduit à l'invisibilité. S'il y a un sujet qui est européen parmi tous les sujets, c'est bien celui-là. Oui, lorsqu'on dit à des gens, vous avez mis votre empreinte en Italie, en Allemagne, vous venez de la Corne de l'Afrique, vous venez d'Afghanistan et vous ne pouvez pas demander l'asile en France où il faut attendre 18 mois. Que font les personnes? Mettez-vous à la place de quelqu'un qui n'a rien et qui ne peut pas non plus revenir en arrière parce que si elle est partie de là où elle est partie, c'est qu'elle fuyait. Elle fuyait la misère, la guerre, le terrorisme, le changement climatique, quel que soit l'ordre dans lequel ces mots-là sont posés, ces personnes fuyaient. Et elles sont là, et on leur dit, il va falloir attendre 18 mois peut-être, si vous ne vous faites pas arrêter, et renvoyer vers l'Italie et vers l'Allemagne. Ce qui est le plus cynique dans cette affaire, c'est qu'en plus, personne n'est en capacité de renvoyer toutes ces personnes ni vers l'Italie, ni vers l'Allemagne. Donc ces personnes sont là. Ce sujet, il faut qu'on le porte à bout de bras. Et je vais conclure là-dessus. Il faut qu'on le porte à bout de bras parce que les valeurs de l'Europe, elles sont là. Je ne crois pas qu'on puisse faire une société prospère et qui permette la paix, puisque cette paix, c'est aussi ce rêve d'Europe, si on laisse de côté des exclus, les exclus de nos propres systèmes nationaux et européens, mais aussi les exclus qui viennent de très loin pour chercher refuge. Ça n'existe pas. Un modèle qui serait prospère en laissant tous ceux qui ne vont pas bien, moins bien ou qui ont besoin d'aide de côté, ça n'existe pas. Même économiquement, ça ne peut pas fonctionner. Et l'Europe doit être au rendez-vous. L'Europe doit être au rendez-vous parce que si elle n'est pas à ce rendez-vous-là, alors qu'elle est née sur les cendres de la guerre, elle est née justement de cette guerre dont on sait qu'elle a été là parce qu'il y avait aussi ces inégalités et que ça a été ça la base de la montée des populismes. Si on oublie ça, eh bien, on se rend coupable et responsable finalement de ces errements de l'histoire. Nous ne pouvons pas en effet renoncer à cela. Donc moi j'attends beaucoup de cette Europe qui est un des plus beaux projets politiques et démocratiques, de cette Europe citoyenne, de cette Europe engagée, de cette Europe engagée pour le climat, de cette Europe engagée pour l'humain. J'attends beaucoup de cette Europe-là. Je sais que c'est beaucoup d'espérance sur vos épaules, sur tes épaules, Raphaël. Mais je sais aussi que ton histoire, ton parcours, ton cheminement, tu viens d'une autre histoire que celle des socialistes dont je viens de parler. Mais c'est ça qui fait la force de ce que nous pouvons faire ensemble. Et je compte vraiment sur toi. Je pense que tu nous as déjà permis d'ouvrir cette fenêtre, de mettre un pied dans la porte. Et nous allons continuer à avancer avec toi et grâce à toi. Merci à vous. Envie d'Europe, merci Raphaël, merci Claire, merci à toute la liste, merci.